Je m'appelle Amber et j'ai 31 ans. Le téléphone a sonné exactement à 2 heures du matin et je savais déjà, avant même de décrocher, que c'était ma mère, car elle était la seule personne dans ma vie pour qui le sommeil semble être une affaire réservée aux autres. Demain, tu pourras venir dîner avec la famille de la fiancée de ton frère, mais tiens ta langue, m'a-t-elle lancé sans un bonjour, sans une excuse, pour l'heure tardive, rien du tout. Je me suis redressée dans le noir et je lui ai demandé pourquoi. Pourquoi maintenant? Pourquoi cet avertissement accroché à une invitation qui aurait dû rester simple? Elle a répondu presque aussitôt, comme si elle avait répété sa phrase. Son père est un colonel décoré, ne nous fait pas honte. J'ai laissé ces mots flotter un instant, ressentant cette sensation familière d'être traitée comme un fardeau plutôt que comme une fille. J'ai souri, même si elle ne pouvait pas me voir, et j'ai dit d'accord. Puis j'ai raccroché et je suis restée allongée, les yeux fixés au plafond, à me demander de quoi j'étais réellement capable pour embarrasser qui que ce soit. Mon frère Holden était fiancé depuis 3 mois à une femme nommée Viviane, la fille d'un homme dont ma famille ne parlait qu'à voix basse et avec une révérence particulière. Le colonel Bennett Whitfield, décoré, respecté, le genre d'homme dont le simple nom semblait redresser les épaules des gens qui le prononçaient. Je ne l'avais jamais rencontré. J'avais à peine croisé Viviane, ne l'ayant vu que 2 fois, chaque fois moins de 20 minutes, toujours sous la surveillance de ma mère, plantée à proximité comme une metteuse en scène terrifiée à l'idée que j'improvise une réplique hors du script. Cela ne me blessait pas vraiment, j'y étais habituée. Dans ma famille, on m'avait depuis longtemps attribué le rôle de l'imprévisible, de l'embarras potentiel, simplement parce que je ne suivais pas la vie qu'on avait tracée pour moi. Pas de mari, pas de bureau d'angle, pas de maison digne d'un magazine à montrer pendant les fêtes. Juste moi, mon appartement et un travail discret dont personne, au dîner de famille, ne se souciait jamais de me demander des nouvelles, car personne ne supposait qu'il y avait quoi que ce soit d'intéressant à savoir. Le dîner avait lieu dans un espace événementiel privé au centre-ville, avec un éclairage doré tamisé et un quatuor à cordes installé discrètement dans un coin comme un meuble poli. Je suis arrivée dans une simple robe bleu marine, les cheveux attachés, rien de voyant, car le voyant était une autre forme d'embarras selon les règles de ma mère. Elle m'a accueillie à la porte avec un sourire tellement répété qu'il bougeait à peine son visage, a glissé son bras sous le mien et m'a conduite vers les tables comme si elle livrait un colis fragile dont elle doutait de la solidité. Souris, dis bonjour, ne parle de rien du passé, a-t-elle murmuré, et j'ai acquiescé, ayant déjà décidé que le plus simple pour passer la soirée serait de me fondre dans le décor et de laisser Holden vivre son moment. Holden avait l'air heureux, vraiment heureux, d'un bonheur que je ne lui avais pas vu depuis des années. Pendant un instant, je me suis autorisée à m'en réjouir sincèrement, sans tout compliquer avec ce qui bouillonnait sous la surface de cette salle. Viviane s'est montrée chaleureuse, plus que je ne m'y attendais, me serrant la main et disant qu'elle avait beaucoup entendu parler de moi, ce dont je doutais, tant mon existence semblait soigneusement effacée de toutes les conversations importantes. J'ai fait la conversation avec des proches que je reconnaissais à peine, hoché la tête au récit sur la promotion de Holden et bu exactement un verre de vin, car les yeux de ma mère me retrouvaient sans cesse à travers la pièce, comme une laisse tenue à distance. Puis les toasts ont commencé. Le futur beau-père de Holden s'est levé, grand, les épaules larges, sa veste d'uniforme repassée, avec une précision presque tranchante. Des médailles alignées sur sa poitrine en rangées nettes et déterminées racontaient une histoire que peu de personnes dans cette salle pourraient jamais vraiment comprendre. Le colonel a levé son verre, a commencé avec la chaleur habituelle, exprimant sa fierté envers sa fille, son admiration pour le caractère de Holden, l'importance de voir deux familles comme les nôtres se rejoindre, et la salle s'est penchée en avant, charmée, comme les salles se penchent toujours pour des hommes comme lui. Puis son regard a dépassé Holden, dépassé Viviane, dépassé le sourire figé et plein d'attente de ma mère pour se poser directement sur moi. Il s'est arrêté au milieu de sa phrase. Pas une hésitation, pas une pause théâtrale, un arrêt complet, du genre qui fait bouger une salle entière sur ses chaises sans qu'elle sache pourquoi. Il a reposé son verre lentement, délibérément, et a fait 2 pas dans ma direction, pendant que 200 regards le suivaient comme s'il était le seul centre de gravité du bâtiment. La main de ma mère s'est crispée sur sa serviette si fort que j'ai entendu le tissu se froisser. Le sourire de Holden a vacillé, perplexe, cherchant sur mon visage une explication que je n'avais pas encore moi-même. Car je n'avais aucune idée pourquoi un colonel décoré, que je n'étais censé jamais avoir rencontré, se tenait maintenant devant moi avec une expression que je ne pouvais décrire que comme de la reconnaissance. Bonjour, a-t-il dit, d'une voix basse mais chaleureuse, du genre entraîné à remplir une salle sans jamais avoir besoin de s'élever. Je suis surpris de vous voir ici. Il a légèrement incliné la tête, m'observant comme on observe quelque chose qu'on essaye de replacer après longtemps, classé sous un nom qu'on ne pensait plus jamais avoir besoin d'utiliser. Puis plus lentement, plus doucement, presque comme s'il soupçonnait déjà que la réponse allait déclencher quelque chose qu'il n'était pas prêt à dévoiler publiquement, il a demandé « Qui êtes-vous pour eux ?» Le quatuor à cordes s'était arrêté de jouer. Personne ne le leur avait demandé. La salle est tombée dans un silence total. Le silence s'est étiré assez longtemps pour que j'entende la glace bouger dans un verre à 3 tables de là.
Le visage de ma mère avait pris la couleur de la nappe, sa bouche légèrement entr'ouverte, comme si elle essayait de se souvenir comment fonctionnaient les mots. Holden nous regardait tour à tour. Le colonel et moi, comme s'il assistait à deux films sans rapport montés ensemble par erreur. J'ai reposé mon propre verre avec précaution, car mes mains étaient plus stables que je ne l'aurais cru, et j'ai regardé le colonel Whitfield droit dans les yeux. « Je m'appelle Amber », ai-je dit, la sœur de Holden. Ce n'était pas la réponse qu'il attendait, et nous le savions tous les deux. Il a presque souri, le coin de sa bouche se soulevant comme un homme savourant une plaisanterie privée qu'il n'était pas encore prêt à partager. « Capitaine Amber Reyes », a-t-il dit, lentement et délibérément, prononçant un nom que je n'avais pas entendu à une réunion de famille depuis plus de 6 ans, un grade que ma propre mère n'avait jamais reconnu exister. Opération avancée, il y a 3 ans. Vous avez briefé mon unité avant l'extraction dans le corridor oriental. Vous êtes la raison pour laquelle 11 de mes hommes sont rentrés chez eux au lieu de 7. Il l'a dit simplement, sans emphase, à la manière des hommes qui ont mérité le droit de dire de telles choses sur eux-mêmes. La serviette de ma mère a glissé de ses genoux jusqu'au sol et personne n'a bougé pour la ramasser. Je n'avais jamais prévu que cette salle apprendrait cela un jour. J'avais quitté le service actif 2 ans plus tôt pour des raisons qui n'appartenaient qu'à moi, prenant un poste civil discret dont personne, lors des dîners de famille, ne se souciait de me questionner, laissant chacun continuer de croire à la version de moi la plus facile à ignorer. Ce n'était pas que j'avais honte de ce que j'avais accompli, c'était que l'expliquer à des gens qui avaient déjà décidé qui j'étais revenait à jeter une pierre dans un lac déjà gelé. Ma mère aimait ces récits bien ordonnés. La fille décevante, l'imprévisible, le risque qu'il fallait gérer lors d'événements comme celui-ci. C'était plus simple pour elle que la vérité, à savoir que j'avais passé des années à faire un travail qu'elle ne pouvait même pas imaginer, entourée d'hommes dont la vie dépendait de décisions que je prenais dans des conditions qu'elle n'aurait jamais à connaître. Tu m'as dit de tenir ma langue ce soir, ai-je dit en me tournant vers elle, ma voix plus calme que ce que je ressentais réellement, ce calme qu'on apprend quand la panique cesse d'être utile. Alors c'est ce que j'ai fait. Autour de nous, des proches qui avaient passé la soirée à me regarder à peine, comme si je faisais partie du papier peint, me fixaient maintenant avec cette attention particulière propre au recalcul social, ce calcul mental rapide des gens réalisant qu'ils s'étaient trompés sur l'endroit où se trouvait réellement le pouvoir dans la pièce. La main de Viviane s'était posée sur sa poitrine et elle regardait son père avec un mélange de confusion et de compréhension naissante. Holden n'avait pas dit un mot, mais ses yeux brillaient comme si 6 années de demi-vérité se réorganisaient soudain derrière eux. Le colonel s'est tourné vers la salle et sa voix portait la même autorité que pendant son toast, mais avec un poids nouveau qui n'y était pas avant. Je ne m'embarrasse pas facilement, a-t-il dit, mais je vais vous dire ce qui m'embarrasse. Voir une famille sous-estimer quelqu'un qui a gagné plus de respect dans cette salle que la moitié de ce que j'ai sur ma poitrine. Il regardait ma mère en disant cela, sans méchanceté mais sans rien adoucir non plus, à la manière des hommes qui ont passé des décennies à donner des évaluations honnêtes sous pression et qui ne savent plus faire autrement. Ma mère a ouvert la bouche pour répondre, n'a rien trouvé à dire et l'a refermée. Pour la première fois de toute ma vie, je l'ai vue à court de script. Holden m'a retrouvé plus tard, dans un coin tranquille de la salle, loin des murmures et des regards recalculés. Il ne s'est pas excusé avec de grands mots dramatiques. Il est simplement resté là un instant, puis m'a demandé doucement pourquoi je ne lui avais jamais dit, et je lui ai répondu la vérité. Qu'il n'y avait jamais semblé y avoir de place pour cela, que la version de moi que tout le monde avait acceptée ne laissait aucun espace pour que la vraie existe. Il a hoché la tête lentement, comme on le fait en absorbant quelque chose qu'on aurait dû demander des années plus tôt, et il a dit qu'il était fier de moi, ce qui était probablement la première fois que ces mots étaient échangés entre nous avec sincérité. Ma mère m'a retrouvée près du vestiaire alors que je partais, sa contenance reconstruite mais plus fragile désormais, comme un mur rapiécé à la hâte. Elle a commencé à dire que j'aurais dû la prévenir, qu'elle aurait organisé le dîner différemment si elle avait su, et j'ai simplement secoué la tête, car c'était précisément le problème. Ma valeur à ses yeux avait toujours dépendu de ce que je pouvais offrir pour être remarquée, jamais du simple fait d'être sa fille. Je n'ai pas élevé la voix, je n'en avais pas besoin. J'ai juste dit bonne nuit et je suis sortie dans l'air frais, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Cette légèreté particulière qui vient enfin du fait de laisser une salle entière vous voir telle que vous êtes vraiment, au lieu de la personne que vous aviez tranquillement accepté de faire semblant d'être. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et rejoignez-nous pour d'autres récits comme celui-ci, car la vérité finit toujours par refaire surface, peu importe combien de temps on essaye de la garder enfouie.